Comment un musée vit-il pendant la guerre? Que faire des collections et des fonds à l'approche de l'armée ennemie? Comment un musée se réinvente-t-il au lieu de fermer ses portes aux visiteurs? Vous écoutez le podcast « L'Ukraine face à la guerre ». Ce podcast est enregistré en Ukraine et par des Ukrainiens. Dans ce podcast, nous racontons comment l'Ukraine continue à vivre et à résister face à l'agression russe. Nous proposons des analyses, mais aussi des témoignages. Nous essayons de vous faire comprendre l'Ukraine, son histoire, sa société et sa culture. Je m'appelle Tetiana Ogarkova. Je suis universitaire et journaliste, responsable du département international à l'Ukraine Crisis Media Center. Avec moi, Olga Epenko, chargée de documentation au musée Khanenko à Kiev. Olga a été chargée de mission au musée du Louvre en 2022-2024, où elle s'occupait de l'exposition des icônes byzantines de la collection Khanenko. Bonjour Olga, vous étiez aussi dans le passé chargée de mission au musée du Louvre à partir de printemps 2022 jusqu'à début de 2024. Donc vous connaissez la vie du musée, vous pouvez comparer en fait la vie du musée tel Louvre à Paris avec la vie du musée tel Khanenko ici à Kiev, à quelques kilomètres à peine en fait de l'endroit où nous parlons aujourd'hui. Donc ma première question à vous serait de s'interroger comment est-ce qu'un musée est possible quand il y a la guerre, quand il y a des bombardements, quand il y a des alertes aériennes, comment le musée continue à vivre? Tout d'abord, merci beaucoup pour cette invitation. Ça me fait vraiment très plaisir d'être ici. Et un musée pendant la guerre, c'est une très grande question qu'on se pose tous les jours quand on travaille ici. Et il faut dire qu'au tout début de la guerre, j'étais pas au tout début de la guerre de la grande envergure, parce que c'était pas on ne parle pas de 2013 mais de 2022. Alors au début, en 2022, j'étais pas avec mon équipe là ici au musée, parce que j'étais encore avec un enfant qui était très petit et on a décidé de partir à l'étranger. C'est pour ça que je me suis retrouvée en France à un moment. Mais mes collègues, depuis les premiers jours, bien sûr, ils se sont chargés d'évacuer la collection, de conserver la collection dans un endroit plus sûr. Et je crois qu'au bout de 7 semaines, tous les 25 000 œuvres ont été cachées, avec un énorme effort de l'équipe qui a été fait. Et après tout ça, on a commencé à se poser les questions. Alors, ok, on n'a plus d'œuvres sur les murs dans le musée. Mm-hmm. Comment est-ce qu'on fonctionne? Et je crois que cette question, on le répond encore tous les jours jusqu'à maintenant. Et on trouve toujours des réponses différentes. Parce qu'au début, je crois que la vie au musée s'est posée pour un petit moment. Il y avait pas grand-chose, peut-être pour 1 mois, 2 mois. Mais après, c'était l'été. Et notre équipe s'est rendu compte que le public, elle vient toujours. Et c'était incroyable parce que le musée était vide. Mais nos gens qu'on a eu l'habitude de venir au musée continuaient à venir. Et les collègues, d'abord, ils ont ouvert le jardin interne du musée. Et ils ont commencé à faire la programmation pour des enfants, pour les familles. Là, à l'intérieur, c'était très, très connu en fait à Kiev. C'était très populaire. Les gens venaient. Et après ça, on a commencé à penser la programmation du musée à partir des projets de l'art contemporain. C'est-à-dire, si on a des œuvres des artistes contemporains, ce sont des artistes contemporains et les curators qui sont responsables pour ces œuvres. Mm-hmm. On ne peut pas sortir les œuvres de la collection nationale. Nous, au moins, on a pris cette décision.
parce que nous sommes responsables pour la collection nationale, pour nous, c'est impossible de le mettre en danger encore à ce moment. Mais si les artistes et les chargés de collections privées sont prêts à nous prêter ces œuvres, même en temps de la guerre, nous sommes ouverts pour faire des projets avec eux. Et finalement, on se trouve avec beaucoup de projets de cette dimension privée, dimension de l'art contemporain. Et le musée, depuis la fin de 2022, n'est jamais vide. On a toujours ces expositions très différentes de ce qu'on a eu avant. Parce qu'avant, notre spécialisation, c'est l'art vraiment ancien, classique. L'exposition permanente était constituée des œuvres qui duraient jusqu'à la fin des années... de la fin du 19e, tout début du 20e. Parce que c'était fondé à la base d'une collection privée de la famille Khanen. De la famille Bogdan-Varvakhanenko, qui ont collectionné, et là il faut dire ça, qui ont collectionné partout en Europe, en Italie, en France, en Allemagne, en Autriche, qui ont beaucoup voyagé. Et c'est grâce à ces voyages que cette collection a été constituée. Et finalement, voilà. Là, à ce moment, on se trouve avec quelque chose qui était pas du tout le même. Et on a presque la même taille de... Comment dire ? De l'exposition. C'est-à-dire, il y a... l'exposition, mais de la taille de visites. Donc, il y a toujours autant de gens qui... le même public qui était avant l'invasion russe. Quand vous parlez de l'exposition permanente qui a été cachée, qui a été évacuée, évidemment, c'était la pratique adoptée par la majorité des musées nationaux. Sauf quelques tristes exceptions. Rappelons peut-être à nos auditeurs le triste sort du musée de l'art à Kherson. Donc, qui n'était pas évacué pour des raisons claires, parce que les troupes russes sont entrées très tôt, et donc ils ont pu piller, en fait, à la fin de leur séjour là, donc avant la libération ukrainienne, ils ont pillé tout le musée. Plusieurs dizaines de milliers d'œuvres ont été mises dans les sacs noirs en plastique, emportés quelque part en Crimée, et donc on a perdu la trace. Je vais vous poser cette question, même si je sais que vous allez me dire que c'est un secret. Où est la collection permanente ? Vous ne me direz pas. Tout le monde nous pose cette question depuis 2022. À tous les gens qui font part de l'équipe du musée, c'est une question la plus répandue. Et donc, vous répondez toujours pour la négative. Est-elle en Ukraine ou à l'étranger ? Disons qu'une partie est en Ukraine, une partie à l'étranger. Parce qu'il y a vraiment une grande partie de notre collection qui voyage à ce moment. Parce que c'était aussi une décision consciente de la directrice, de l'équipe, de ne pas cacher le patrimoine qui, à ce moment, c'est pas... Quand on parle de notre musée, c'est pas que le patrimoine ukrainien, c'est le patrimoine mondial. Et ne pas cacher ce patrimoine, mais le faire parler de ce qu'on vit à ce moment. Parce que chaque fois qu'on en fait une exposition à l'étranger, elle raconte aussi les conditions dans lesquelles elle a été organisée. Et je crois que c'est... J'ai plus de chiffres, mais ce sont des dizaines des expositions à l'étranger qu'on a organisées depuis le début, qui ont aussi ce but de conservation. On l'envoie pour l'exposition, mais on sait que là, ils vont être gardés dans les bonnes conditions et hors danger. Et en toute sécurité. Et on va dire que les œuvres les plus rares et les plus importants ne sont pas en Ukraine à ce moment. Et notamment les icônes byzantines qu'on a envoyées au Louvre. Ce sont des icônes qui font 50% de ce qu'on a gardé de ce groupe-là. C'est-à-dire que dans le monde entier, il y a une dizaine à peine d'icônes de 6e, 7e siècle qui ont été créées avant l'époque iconoclaste, qui ont survécu l'iconoclasme, qui ont survécu tout ce temps-là.
Et 4 de ces icônes du mont Sinaï, ils sont finis dans une collection à Kiev, dans des circonstances historiques très complexes. Mais nous sommes responsables, là, à ce moment, de cette partie d'importance vraiment mondiale. Et on n'a pas pu se permettre de les laisser dans une condition de la guerre. Et c'est pour ça que la décision a été prise de les envoyer en France, et notamment au Louvre, où il y a tout le processus de création du nouveau département des arts de Byzance et des chrétientés en Orient. Et c'est ce département-là, avec Maximilien Durand à la tête du département, qui ont été très décisifs. Ils ont décidé tout de suite de nous aider avec sauvegarde de ces objets et quelques autres objets avec eux. Ils ont été exposés au Louvre en 2023, pas loin de la Joconde, dans une petite salle. Mais, et vous étiez là à ce moment-là? J'étais là, j'étais coordinatrice de cette exposition. Parlez de cette exposition, est-ce qu'il y avait du monde? Comment cette exposition a été reçue au Louvre? C'était un grand musée, évidemment. D'abord, c'était exceptionnel parce qu'on a préparé cette exposition en 6 mois, 7 mois. Et normalement, au Louvre, les expositions sont prévues, planifiées 5 ans en avance. 6 ans avant, c'est normal. Mais là, puisque c'était un projet important aussi, d'un côté, à cause de l'importance du patrimoine qui était présenté, mais aussi du message qu'on a dû aussi passer avec. On a tous travaillé jour et nuit de deux côtés pour le faire très vite. Et j'ai beaucoup aimé la scénographie, c'était bleu, sombre, un peu cosmique. Et là, on a pu présenter ces 4 icônes du 6e, 7e siècle, faites en caustique. C'est une technique qui est très rare, qui a survécu de cette époque-là. Et une icône en micro-mosaïque du 14e siècle byzantin aussi. C'est extrêmement rare. C'est extrêmement rare. C'est unique. Et on a eu vraiment une très bonne couverture de la presse française et internationale. Il y avait des centaines de publications sur cette exposition, même si vraiment elle était toute petite. C'était une petite salle. Et ce qui était très important pour nous, c'est que c'était la première fois de l'histoire du Louvre qu'on a mis les textes en ukrainien sur les murs du Louvre. Pour nous, c'était vraiment quelque chose de... Là, je parle de ça et ça me fait un peu Voilà, donc c'était très touchant, c'était très important et c'était l'initiative du Louvre. Bien sûr qu'on allait proposer ça, mais c'était les collègues du Louvre qui ont proposé d'abord qu'on va faire en anglais, en français et en ukrainien. Parce qu'il y avait déjà une exposition ukrainienne en 2012 de sculptures de Pinzel, mais à cette époque-là, il n'y avait pas de texte en ukrainien. Avec nos icônes, c'était ça, on a pu prononcer en ukrainien. Et ça, c'était quelque chose de vraiment très, très, très important. Et cette tradition-là, elle a continué par le musée du Louvre-Lens, qui a présenté une autre partie de ce groupe des œuvres qui ont parti en France à l'époque. Et cette exposition, elle va durer jusqu'à la fin de l'année, sur les icônes un peu plus moderne. Plus moderne, si on peut dire, parce que c'est du 17e siècle. C'est les icônes de l'école créto-vénétienne de Theodoros Poulakis. Et là, on a aussi des textes en français, en anglais et en ukrainien. Et à Louvre-Lens, ils ont décidé aussi de développer encore plus cette question de sauvegarde des patrimoines pendant la guerre, parce que le Lens, pendant la Deuxième Guerre mondiale, était très touché par la guerre, et ils savent très bien comment évacuer vite et qu'est-ce que c'est qu'une destruction qui peut être amenée par la guerre. Et il en parle beaucoup. Et c'est-à-dire qu'il y a toute une mur où on parle de patrimoine pendant la Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale.
paye beaucoup. Il y a une attention particulière pour la Convention de l'Haye de 1954, qui est absolument à 100% violée par les Russes à ce moment. Parce que là, on parle clairement d'absence de droit international toucher, et de protection des œuvres. La protection des patrimoines culturels pendant la guerre. Alors c'est vraiment une convention qui est complètement violée à ce moment-là. Alors il y a une attention particulière à la convention de l'Haye. Et puis on parle de la guerre actuelle en Ukraine. Et ça, tous ces discours qu'ils ont fait autour, ça, on trouve ça vraiment une partie d'un grand effort diplomatique, culturel qu'on fait à ce moment. Et pour nous, c'est très important que ces messages-là, il a été formé par nos collègues en France. C'est qu'on a vraiment cette compréhension de leur part de ce qu'on vit à ce moment. Et un grand support. Et grande solidarité aussi dans cet effort de sauvegarde. Ces deux expositions-là, c'était vraiment des événements exceptionnels pour nous. Et Louvre-Lens nous a demandé la prolongation de l'exposition 2 fois. Alors ça dure vraiment très longtemps. Et c'est gratuit. Parce que normalement, toutes les expositions au Louvre-Lens ne sont pas gratuites. Mais celle-ci, elle est gratuite pour tout le monde. Et voilà, la scénographie aussi est exceptionnelle. Alors là, on est très fiers aussi de cette collaboration. Donc on invite nos auditeurs, n'est-ce pas, de se rendre au Louvre et de chercher cette salle, cette exposition-là qui était prolongée et qui reste, donc qui est accessible à tout le monde, donc pour faire découvrir un peu la culture ukrainienne d'une manière gratuite aussi, puis de voir les chefs-d'œuvre qui sont actuellement là, et tout en tenant à la tête que ce n'est pas uniquement une exposition, c'est aussi un geste de solidarité du Louvre pour qui garde, qui protège en quelque sorte cet art-là, puisqu'ils sont des choses uniques, les protège pendant la guerre, tant que nous, malgré tout, on ne peut pas les protéger à Kiev, parce que Kiev, la capitale, est voilà, sous bombardement permanent. Aujourd'hui, évidemment, donc on parle du danger qui est actif, mais on peut facilement imaginer combien de musées, des dizaines de musées qui ont été touchés, détruits ou endommagés dans les régions de Donetsk, Lugansk, Zaporizhia, Kherson et Mykolaïv. Donc ce sont toutes les régions où les musées ont du mal à survivre au niveau physique. Vous avez évoqué cette nouvelle vie en fait du musée, c'est-à-dire c'est à partir de cette page blanche, c'est-à-dire à partir de ces murs où il n'y a rien en fait, qu'il faut réinventer un musée, réinventer quelque chose. Et vous dites aujourd'hui qu'il y a autant de monde que c'était avant la grande invasion. Actuellement, il y a cette exposition tout à fait intéressante au musée Khanenko. C'est une exposition liée à l'Afrique et au post-colonialisme. Est-ce que vous pouvez nous expliquer le concept ? Il s'agit en fait de nouveau d'une collaboration avec des collectionneurs privés qui nous ont partiellement prêté et partiellement offert leur collection. C'est un couple de collectionneurs qui ont beaucoup travaillé depuis 30 ans dans le domaine de santé publique dans plusieurs pays de l'Afrique et qui ont collectionné un petit peu de différents objets de différents pays. Et là, ils ont décidé qu'ils veulent que ça soit présenté au musée. Et nous, c'était pour nous un grand honneur qu'ils ont décidé de travailler avec nous. Et les collègues qui sont les commissaires de cette exposition, ils se sont posés à une question en fait plus large qui sort un peu de cette optique purement esthétique ou juste un peu informationnelle, d'où ça vient, à quoi ça sert, est-ce que c'est beau, est-ce que c'est pas beau. Et ils ont développé toute une réflexion autour de la question des provenances de nos connaissances sur l'Afrique. Comment est-ce que ça a été formé ? Parce que c'était rarement formé par les contacts directs avec les pays d'où viennent ces objets. C'était toujours via
des pays européens. Européen. Mais en Ukraine, dans l'Union soviétique, c'était même pas ça. Ça passait par la Russie. Alors, c'est une autre impérialisme des connaissances. Et pour nous, c'était important de contacter avec des représentants de telle ou telle culture, tel et tel pays, pour comprendre plus directement de quoi est-ce qu'on parle, qu'est-ce que ça signifie pour chaque pays, chaque communauté. Et je crois que les collègues, ils ont fait un travail énorme. Aussi, ils ont été supportés au niveau des contacts et des connaissances par Bénédicte Savoie, qui est vraiment quelqu'un qui a fait bouger les choses en Europe. Elle a, bien sûr, elle a beaucoup consulté comment se dire. Les collègues ont pris beaucoup de consultations de sa part sur les objets et sur tout le contexte autour. Mais elle est aussi venue personnellement pour le vernissage. Elle nous a donné une super conférence après, avec beaucoup du monde, même si c'était une milieu de la journée dans la semaine. Mais il y avait des étudiants de l'université à côté, il y avait notre public qui vient. Alors c'était très intéressant, très enrichissant. Nous avons eu pour le vernissage aussi des représentants des ambassades des pays africains, des communautés africaines en Ukraine. Et là, il faut dire que c'est la première exposition depuis l'année de l'indépendance de l'Ukraine, de 1991, qui parle du patrimoine africain. C'était justement aussi par cette... comme je dis avant, l'impérialisme de connaissances, c'était considéré peut-être moins intéressant là au centre de l'Union soviétique. Et après, ça a remonté. Et voilà. Et on n'a même pas eu des bons livres dans les bibliothèques, même si on a un grand livre, une grande bibliothèque au musée. Il n'y avait pas grand-chose qui datait un petit peu. On a eu, je sais pas, trois livres. Les collègues ont dû tout chercher et acheter de nouveau pour avoir de nouvelles connaissances. Alors là, c'est vraiment un événement parce que d'abord, c'est la première exposition qui commence et qui, à ce moment, nous est aussi très cher parce que ça nous pose aussi... Ça nous ouvre de nouvelles voies pour la communication diplomatique. Mmh. Avec ce qu'on appelle les Sud global. Là, on veut bien que le Sud global nous comprend et on essaye de le comprendre aussi. Parce que finalement, on a l'expérience qui est très similaire. Et les gens qui ont venu au vernissage ont tous souligné cette relation entre les deux expériences. Parce que finalement, il y a une métropole qui essaye de te faire comprendre les choses, de te faire civiliser dans ses propres termes. Et ça n'a rien à voir avec la culture que tu as. Et pour nous tous, c'est un moment de compréhension, de richesse et de nombre de visions différentes, d'esthétiques différentes, des croyances différentes. Et non, ouais, je crois que c'est une exposition vraiment, c'est une grande réussite et je suis très contente. C'est un effet aussi miroir parce que là, nous les Ukrainiens, on a vu des choses qui nous lient directement à cette expérience-là. Et puis c'est vrai que c'est frappant de constater que beaucoup d'années après l'indépendance de l'Ukraine, on a pour la première fois, n'est-ce pas, en fait, cette exposition consacrée à l'art africain.
Quand nous parlons aujourd'hui en fait du vide-musée pendant la guerre, évidemment il y a beaucoup il y a cet accent sur le présent. Donc présent, voilà les collections modernes, les collectionneurs, l'art moderne, comme s'il était moins précieux que l'art antique, mais c'est un peu ça, c'est un peu ça la réalité de la chose. Donc cette nécessité pour le musée de se réinventer. Et ce que vous dites en fait que le public est toujours présent, comment expliquez-vous en fait tout le soutien que vous recevez en tant que musée de la part de votre public pendant la guerre, étant donné que les gens ils sont dans l'état de stress parce qu'il y a des bombardements, parce qu'il y a des alertes, parce qu'il y a des coupures d'électricité aussi qui sont de retour malheureusement. Et comment expliquez-vous à vous-même que chaque jour votre musée ouvre les portes et vous voyez votre public entrer et regarder l'exposition et puis vous soutenir parce que c'est aussi le soutien, parce que le paye pour les billets d'entrée. Ça, c'est quelque chose de très touchant. Parce que je crois qu'avant l'invasion, on ne se rendait pas compte de l'importance qu'on a pour le public à Kiev. Parce que c'était un peu, ok, c'est normal, les gens viennent au musée. Et quand les gens viennent au musée vide, là, on commence de se demander justement pourquoi. Et finalement, on commence de comprendre que nous sommes un peu un endroit sûr pour beaucoup de gens. Parce que déjà, le bâtiment du 19e siècle qui a perduré les deux guerres du 20e siècle, qui dure toujours, qui est toujours là, où on peut toujours revenir, c'est au centre-ville. Et on voit qu'il y a ce point de sûreté pour les gens. Quand on revient toujours, alors on existe. C'est quelque chose que j'ai visité il y a 20 ans, je visite toujours. Alors tout va normalement. Et pour nous, à ce moment, c'est important de pouvoir donner cette impression de normalité dans toute imnormalité qui se passe. Mm-hmm. Et quand on a eu cette exposition qui était avant l'exposition africaine, c'était sur les artistes ukrainiens à l'école de Paris. Et les collectionneurs privés nous ont prêté vraiment des œuvres magnifiques. Et ces œuvres-là, ils ont été un peu comme ce qu'on a pu voir avant. Mm-hmm. Et les gens disent, oh, les cadres dorés, c'est comme avant, on reconnaît ça. Et pour cette exposition-là, on avait eu vraiment ce retour d'état de normalité du musée. Et on a vu vraiment les visages heureux, comme quoi tout le monde, tout est revenu sur c'est pas normal. Et pour nous, dans cette exposition-là, c'était important de créer aussi un lieu un peu thérapeutique. Là, on a eu une salle où on a montré un cinéma de 1928, un petit film sur Montparnasse, avec des petites tables, comme dans un café parisien, avec des petites lampes, où on a pu dessiner, rester le temps qu'on veut. Et c'était conscient d'essayer de donner un espace où les gens, après toutes les nuits de bombardement, d'avoir dormi dans les salles de bain, de regarder les nouvelles, d'entendre des nouvelles horribles, tout ça. On peut venir au musée le matin et voir une salle avec des peintures dans les cadres dorés. Comme avant. Avec une projection d'un film qui date d'avant tout ça, mm-hmm. et même avant la Deuxième Guerre mondiale. Avec cette joie de vivre qui est transmise par ces films aussi et par ces petites lampes dorées sur une table qui ressemble à une table
d'une terrasse parisienne. Et ça, c'était aussi important de donner l'impression de voyage, parce qu'à ce moment, il y a beaucoup de gens qui ne peuvent pas voyager, notamment les hommes. En vertu de la loi martiale, évidemment. Voilà. Et, mais aussi beaucoup d'autres personnes, parce que c'est pas sûr au niveau financier et tout ça. On a voulu aussi pouvoir faire nos visiteurs voyager avant de sortir, sans sortir de Kiev. Et là, justement, c'est pour nous, à ce moment, chaque exposition, ce n'est pas seulement d'accrocher les œuvres, mais penser aussi à comment est-ce qu'on peut réconforter un peu les gens, comment est-ce qu'on peut leur soutenir. Et ça sert aussi pour soutenir nous-mêmes, parce que nous, on fait aussi la partie de notre public. Voilà, donc il y a créé cet espace un peu hors de temps. Parce qu'un musée, à vrai dire, un musée, c'est un espace un peu hors de temps qui propose ce dialogue avec le passé, avec le présent, évidemment, et où on a souvent l'impression que le temps s'est arrêté. Donc ça permet cette sortie, en fait, de l'actualité qui n'est pas optimiste pour les Ukrainiens, parce qu'il remplit beaucoup de choses malheureuses. Et donc c'est ça, la thérapeutie de musée, de l'art et de on la a culture. gardé tous les dessins que les visiteurs ont fait pendant cette exposition. Et ça sera un document important de cette période de la guerre aussi, parce que souvent c'était, je sais pas, un dessin qui est fait par un soldat qui était dans ses petites vacances. Il dit bonjour d'une telle et telle brigade. Des enfants qui dessinent, je sais pas, le drapeau, la paix, tout ça. Je crois que dans 20 ans, les chercheurs qui vont venir apprendre quelque chose sur l'histoire du musée pendant la guerre, ça sera un très bon document qui fixait le moment, l'état d'esprit de nos visiteurs. Ça sera dans les archives du musée. C'est déjà dans les archives du musée. Et ça va être exposé, peut-être même au Louvre. Ouais. Merci beaucoup, Olga, pour ces explications, pour ces entretiens, et merci pour votre travail, pour le musée qui tient le moral de vos visiteurs et qui a un soutien psychologique important pour des habitants de Kiev qui entrent dans cette 5e bientôt année de guerre. Merci beaucoup. C'était le podcast L'Ukraine face à la guerre. N'hésitez pas à partager cette émission. Nous n'allons pas tarder à enregistrer et diffuser d'autres épisodes. Je m'appelle Tetiana Ogarkova, je suis accompagnée par Olga Apenko, chargée de documentation au musée Khaninko à Kiev. Restez avec nous et soutenez l'Ukraine.